Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des jeunes reporters internationaux de Riyad. Ici on décrypte l'actualité internationale avec un regard critique en croisant géopolitique, société et enjeux contemporains. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'une importance colossale. Il s'agit de la Coupe du Monde 2026 et les histoires de boycott qui tournent autour. Je suis présente aux côtés de Yanis, Inouï, Aboubak, Mathéo et Nour afin de vous parler de ce sujet. Alors, bien évidemment, la question du boycott de la Coupe du Monde 2026 ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un contexte politique assez précis. Aux États-Unis, Donald Trump a remis au centre une logique de rapport de force avec les menaces de taxes contre des pays européens, pression commerciale assumée, mais aussi avec le rôle central qu'il donne à l'AIS, qui est l'agence chargée de l'immigration. À cela s'ajoutent des prises de position diplomatiques qui heurtent le droit international et fragilisent certaines relations avec des alliés, notamment avec l'Europe. Et c'est dans ce climat que la Coupe du Monde 2026 doit être organisée, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique, deux pays co-hôtes, directement exposés donc aux conséquences de cette politique. Dès lors, une question s'impose presque naturellement et une question sur laquelle nous allons débattre. Comment célébrer une compétition censée rassembler le monde entier quand le contexte politique du pays hôte principal est assez problématique? Et boycotter et trahir en fait l'idéal du sport, ou au contraire appliquer le sport justement parce qu'il réunit, ne peut pas tout accepter sans réagir. Donc de prime abord, il s'agirait de rappeler que si on remonte un peu dans le temps, on se rend compte que le boycott sportif n'est pas une pratique assez récente. Donc à quel moment le sport devient-il un véritable outil politique et comment les États ont-ils compris qu'y participer ou s'en retirer pouvait avoir une portée symbolique très forte? Donc, l'histoire du sport montre que le boycott a longtemps été utilisé comme un instrument politique par les États. Dès le XXe siècle, les grandes compétitions sportives deviennent des vitrines internationales et les gouvernements comprennent rapidement qu'y participer ou non peut avoir une forte portée symbolique. Le boycott sportif permet alors d'exprimer une opposition politique ou idéologique sans recourir à la violence. Il ne s'agit pas d'enrayer du sport en tant que tel, mais d'une stratégie diplomatique visant à exercer une pression sur un pays adversaire. Le sport devient ainsi un terrain en direct de confrontation entre États. Mais alors, peux-tu nous donner un exemple emblématique où le boycott sportif a clairement servi à envoyer un message politique à l'échelle internationale, même si sur le plan sportif, l'impact était finalement secondaire? Oui, bien sûr. Donc, un exemple marquant est celui des Jeux Olympiques de Moscou, boycottés par plusieurs pays occidentaux pour dénoncer l'intervention militaire de l'Union soviétique en Afghanistan. À partir de quand observe-t-on réellement un changement majeur avec des appels au boycott qui ne viennent plus principalement des gouvernements, mais de la société civile, donc on a un certain engagement citoyen, et qu'est-ce que cela change dans la nature même et l'essence même du boycott sportif? Donc avec le temps, les pratiques du boycott sportif évoluent et changent de nature. À nos jours, les appels au boycott viennent moins des gouvernements et davantage des citoyens, des ONG, des médias ou encore de certaines personnalités publiques. Ces mobilisations reposent surtout sur des motivations morales et éthiques. Mais alors pourquoi l'idée de boycott émerge-t-elle dès qu'il est question des États-Unis ? Tout d'abord, aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a une grande polarisation entre les républicains et les démocrates. De nos jours, les électeurs américains sont obligés de choisir un camp. D'après la politologue Ezra Klein, l'appartenance politique est devenue centrale dans la vie des Américains. Être républicain ou démocrate ne concerne plus seulement des idées politiques, mais aussi l'identité sociale, la culture et les valeurs. Les électeurs ont développé de la méfiance et parfois de l'hostilité envers le camp opposé, et dans un climat aussi tendu, un grand événement sportif peut facilement devenir un symbole politique, ce qui explique pourquoi certains évoquent l'idée d'un boycott. De plus, il y a de nombreux débats sur l'immigration et les droits des minorités. D'après Francis Fukuyama, la politique actuelle est de plus en plus organisée autour de la défense de l'identité d'un groupe, qu'il soit culturel, ethnique, religieux ou social. Et pour certaines personnes, participer à l'audience d'un tournoi de foot avec une telle ampleur que la Coupe du Monde aux États-Unis, où le débat sur l'immigration et les droits des minorités est aussi tendu, serait une sorte de normalisation et une sorte de soutien pour cette Coupe du Monde.
Est-ce que ce mondial 2026, au fond, ce n'est pas surtout une manière pour les États-Unis de rappeler au monde qu'ils restent la première puissance ? Pour comprendre le mondial 2026, il faut retourner d'abord en 2010, lorsque les États-Unis perdent l'organisation de la Coupe du Monde 2022. C'est le Qatar qui l'a gagné pour la 2022. La réaction des États-Unis, eh bien, ils ont mené une enquête de la FBI sur la FIFA. C'est la FIFA Gate. Et toutes les têtes et toute la corruption de la FIFA sont tombées. Les États-Unis ont donc utilisé leur puissance judiciaire pour nettoyer la fédération. Ils ont repris le contrôle du football mondial pour pouvoir gagner l'organisation de la Coupe du Monde. Nous voyons ces derniers temps un terme qui se démocratise de plus en plus, c'est la Trumpisation. En fait, selon Géoconfluence Lyon, la victoire des États-Unis n'est pas un hasard sportif, mais des pressions directes par Trump sur ses alliés. D'après l'analyste Sami Moukibi, reporter et auteur, il explique que le sport est un gain politique majeur, car Trump l'utilise pour montrer la domination et la puissance des États-Unis. D'après aussi le géopolitologue du sport Kevin Weissier, l'image de la FIFA a été trumpisée. En fait, nous voyons toujours Trump mis en scène avec Gianni Infantino. Et donc ici, il cherche aussi à montrer la puissance des États-Unis, que c'est eux qui dominent complètement. Avec aussi le logo United, où on voit les trois drapeaux des pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Nous pouvons penser à une unité, mais ce mondial est surtout centré sur les États-Unis. La finale se déroulera à MetLife Stadium, New York, et la plupart des matchs importants seront aux États-Unis. En fait, le Mexique et le Canada sont des partenaires secondaires, et c'est surtout les États-Unis qui sont mis en scène et qui dominent. Effectivement, ce mondial semble vouloir mettre en exergue la puissance états-unienne, mais l'image des États-Unis reste tout de même assez péjorative. Donc les tensions actuelles aux États-Unis qui ternissent un peu son image, traduisent-elles une démocratie sous pression mais toujours résiliente, ou assistons-nous à une évolution plus profonde marquée par la remise en cause des résultats électoraux, l'affrontement avec la presse et une concentration accrue du pouvoir ? On peut parler des États-Unis comme étant une démocratie fragilisée. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un manque de confiance envers les médias. Beaucoup de médias maintenant prennent part et sont engagés dans un camp, qu'il soit républicain ou démocratique. Les deux partis sont aussi extrêmement opposés. D'après Levitsky, la diminution du respect entre adversaires politiques affaiblit le fonctionnement normal d'une démocratie. En plus, les réformes électorales sont très controversées. D'après Richard Hassen, certaines lois adoptées après 2020 ont modifié les conditions d'accès au vote, ce qui a alimenté le débat sur l'égalité et la facilité de participation électorale. Dans cette vision, la démocratie américaine fonctionne toujours, mais elle traverse une période de forte tension. On peut aussi parler d'elle comme étant une dérive autoritaire par la remise en cause des résultats électoraux déjà. D'après les politologues Levitsky et Ziblatt, refuser d'accepter un résultat électoral validé par les institutions est un signe important d'affaiblissement démocratique. Il y a aussi de nombreuses attaques répétées contre la presse, et discréditer systématiquement les médias peut affaiblir un des principaux contre-pouvoirs d'une démocratie. Et il y a une concentration du pouvoir exécutif. D'après Francis Fukuyama, encore une fois, lorsque le pouvoir exécutif prend une place dominante et que la polarisation bloque les autres institutions, le risque d'une évolution autoritaire augmente. Mais alors, une question primordiale s'impose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse concrètement des citoyens, des organisations non gouvernementales ou encore des personnalités publiques à appeler au boycott d'événements sportifs, et en quoi ces revendications montrent-elles que le sport est devenu un véritable espace de débat de société ? Donc ces revendications montrent qu'elles concernent par exemple le respect des droits humains, les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers sportifs ou encore l'impact environnemental des grandes compétitions. Le boycott n'est plus seulement un outil de politique internationale mais aussi un moyen pour la société civile d'exprimer ses valeurs. Cette évolution, elle montre clairement que le sport est loin d'être apolitique. Il est devenu un espace où s'expriment des préoccupations globales et des débats de société dépassant largement le simple cadre du jeu ou de la performance sportive.
À présent, nous allons parler d'une réforme extrêmement importante. Il s'agit de la réforme du système de vote de la FIFA qui donne voix aux 211 fédérations comme dans une assemblée quasi onusienne. Marque-t-elle une véritable démocratisation du football mondial ou révèle-t-elle au contraire une nouvelle forme de diplomatie d'influence où les alliances géopolitiques priment sur les critères sportifs et techniques? Alors oui, cette réforme a été mise en place depuis 2013 et le but est de donner plus de place aux pays africains et aux pays asiatiques. La FIFA en fait essaie de séduire le sud global et ça a pour objectif des accords politiques. En fait, des alliances peuvent être faites comme par exemple avec les États-Unis lors du vote du mondial 2026. D'ailleurs, pour ce mondial 2026, on est passé à 48 équipes et ce n'est pas un acte anodin. En fait, c'est une géographie électorale. Selon Pascal Boniface, fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, il dit que je cite, « football est le miroir qui rapporte les forces mondiaux ». Ici, la promesse des 48 places pour les pays africains et asiatiques viennent avec l'échange que ce soit les États-Unis qui organisent le mondial 2026. Alors, si participer à une Coupe du Monde représente parfois l'unique opportunité d'une carrière, peut-on vraiment demander à des athlètes ou à des fédérations de renoncer au nom d'un principe politique ou le boycott dans ce contexte revêt-il davantage du symbole que d'une véritable stratégie efficace? Donc chaque pays a le choix de boycotter, mais aucun pays qualifié ne va y renoncer car pour les pays et les athlètes, se qualifier et y participer, c'est peut-être une seule fois dans la vie et c'est un événement beaucoup trop important pour eux. Et d'après Pascal Boniface, donc géopolitologue qui est fondateur de l'IRIS, comme l'a dit Nour, la fédération décide de ne pas participer à une Coupe du Monde, elle serait exclue pour longtemps d'autres compétitions de la FIFA. Donc ça ne vaut pas le coup pour les fédérations. Mais aussi si les athlètes veulent changer les choses, ils ne doivent pas se taire en restant chez eux, mais il vaut mieux porter des positions directement sur le terrain. Ensuite, pour les fédérations telles que celle de l'Allemagne, comme le dit Lionel Feuerstein, un journaliste de France Télévisions, les enjeux moraux sont importants, mais il y a aussi des enjeux financiers énormes. Donc les joueurs et les fédérations sont découragés à l'idée de boycotter, car c'est un événement majeur et que les enjeux financiers sont beaucoup trop importants pour eux. Ensuite, d'après Karim Vessière, un expert géopolitique du sport, la question du boycott n'est que sur le volet européen et il faudrait que ce soit mondial pour que ça ait un véritable impact. Mais pour lui, si seulement une fédération ou un athlète boycotte, ça ne changerait rien, sauf se priver lui-même d'une opportunité d'une vie. Donc il faudrait que les actions soient beaucoup plus coordonnées. Si ça vient d'un seul joueur ou d'une seule fédération, ça serait comme, il le dit, un coup d'épée dans l'eau. Ensuite, d'après Michel Monpontet, un éditorialiste international de France TV, le boycott peut aussi venir du public. Par exemple, à New York, 34 000 chambres d'hôtels ont été annulées. Les gens n'ont plus envie ou ont peur d'aller aux États-Unis. Donc, ça représente une perte de tourisme pour les États-Unis. Ensuite, d'après Tristan Cabello, un historien spécialiste des États-Unis, le boycott pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'économie américaine. Perdre de l'argent sur 34 000 chambres d'hôtel, mais aussi les restaurants, les commerces et tout le tourisme qu'il y a autour, aurait fait beaucoup de bien à l'économie locale. Surtout que depuis le Covid, le tourisme a diminué. Et ensuite, encore une fois, d'après Michel Monpontet, un seul visiteur hors prix des places pour les matchs apporterait $600 par jour, ce qui est une grande perte pour l'économie américaine. Et donc, pour conclure, on dirait, dans le boycott de la Coupe du Monde 2026, il n'y a pas de réel vainqueur. Les fédérations et les joueurs pourraient perdre beaucoup d'argent et voir leur boycott être inefficace, mais les États-Unis, eux aussi, ont de quoi y perdre, avec un risque de perdre de l'argent sur le tourisme, avec plusieurs supporters ayant déjà annulé leur voyage cet été. Dans un pays comme les États-Unis, où le sport a permis aux minorités de trouver leur place, ce dernier peut-il encore jouer un rôle d'intégration et de sentiment d'appartenance? Il faut savoir que le sport a souvent été source d'inclusion, notamment aux États-Unis, en permettant de dépasser les discriminations raciales et sociales. Par exemple, en 1947, J.K. Robinson devient le premier joueur afro-américain à jouer en Major League Baseball, mettant fin à la ségrégation dans ce sport. Malgré le racisme, ses performances ont prouvé que le talent n'a pas de couleur et ont contribué à faire évoluer les mentalités.
Le sport a ainsi permis de favoriser l'intégration des minorités, de promouvoir l'égalité et de rassembler des personnes de différentes origines autour de valeurs communes comme le respect et le mérite. Il faut savoir que de la même manière, Jess Owen, donc un athlète noir américain, a gagné 4 fois la médaille d'or aux Jeux Olympiques en Allemagne nazie. Donc cela montre bien et parfaitement que même en situation politique ou encore géopolitique problématique, eh bien le sport arrive à transcender ces mêmes différends. Et la Coupe du Monde aux États-Unis en est la représentation parfaite. Donc malgré les problèmes géopolitiques et politiques, notamment de l'AS dont vous parliez tout à l'heure, eh bien le sport et notamment la Coupe du Monde devraient réussir à transcender ces problèmes. Mais alors, une véritable question s'impose. Comment peut-on parler d'un football universel si en parallèle l'accès au territoire états-unien devient plus sélectif ? En fait, ici réside tout le grand paradoxe de ce mondial. On nous voit un mondial uni, mais il y a beaucoup de contradictions. Selon Télé5 Monde, alors que la FIFA prône l'universalité, la politique migratoire, celle des restrictions de visa ou le travel ban, crée une incohérence. Comment accueillir alors que les frontières sont fermées ? Selon Géoconfluence, en fait, cette Coupe du Monde, c'est un moteur financier. Les retombées sont estimées à 11 milliards. Et le fait est qu'il y ait le Mexique et le Canada, ce n'est pas pour montrer une Amérique du Nord unie, mais plutôt ils ont été embarqués pour garantir la solidité économique du bloc américain. En conclusion, la question du boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis dépasse le cadre du sport et s'inscrit dans un contexte politique et géopolitique particulier. En effet, selon Amnesty International, certains politiques américains liés à l'immigration, aux discriminations et aux droits humains suscitent des critiques. Ce qui pousse certains acteurs à envisager le boycott comme un moyen de pression politique. De plus, la Coupe du Monde organisée par la FIFA représente aussi un enjeu de puissance et d'influence pour les États-Unis, qui peuvent renforcer leur image et leur rôle sur la scène internationale grâce au sport. Cependant, le sport reste un facteur d'inclusion et de dialogue entre les peuples. Ainsi, boycotter peut permettre de dénoncer certaines injustices, mais participer peut aussi favoriser l'unité et les échanges internationaux. La décision dépend donc de l'importance accordée aux valeurs politiques par rapport au rôle du sport comme outil de rassemblement.